Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième édition de la rencontre. Non les gars, on fait plus ça. Et pourquoi? Parce que ça me gonfle et que ça fait chier les abonnés. Ah bon, et depuis quand? Non mais les gars, j'ai pas à me justifier, je fais ce que je veux de ma chaîne. Ah ouais? Ouais, très bien. Réunion impériale, parfait. Bon, la réunion d'aujourd'hui oppose Clup et Cloup au Clap. C'est quoi l'embrouille? Il se trouve que Monsieur Clap ne veut plus qu'on fasse ces comparaisons de films de super-héros en mode foot. Parce que ça ne plaît pas aux gens. Si c'est juste un ou deux pectons, on s'en branle, on fait ce qu'on veut. Certes, mais je vais pas me forcer à faire quelque chose que les abonnés ne veulent pas voir. Surtout que le fond vert, c'est hyper galère à faire. Quel fond vert? Et puis présenter la comparaison sous match de foot, c'était pas drôle. Ah si, je t'assure que c'était drôle. Non. Si. Non. Si. Eh oh, on se calme là. Mais c'est lui qui a commencé. Quoi? Faut se concentrer sur la prochaine vidéo, ok? On trouvera un terrain d'entente après. Donc la prochaine vidéo c'était sur... On devait parler des deux premières versions de Spider-Man. Pour surfer sur l'actualité au vu de la sortie du prochain Marvel? Tout à fait. Parfait. Sauf qu'on a pris du retard et qu'on n'a pas pu la sortir le 12. La faute à qui? Ne recommence pas, hein. De toute façon, on va faire ça rapidement, on sait clairement qui est le meilleur. Oui, celle de Sam Raimi était supérieure. Oula, je suis pas du tout d'accord, hein. Celle de Mark Webb elle est mieux. Hein. Pardon? Oh, allez, c'est reparti. Il faut savoir que... Il manque pas un truc là? Ah oui, c'est vrai. Les films de super-héros monopolisent les écrans de ces dernières années et résident comme les valeurs sûres pour les studios. Mais il a fallu du temps avant que le genre super-héroïque soit véritablement pris au sérieux. Et cette prise de conscience s'est profilée avec le premier X-Men, où Bryan Singer a montré qu'il était possible de parler de sujets sérieux avec des super-héros au cinéma. Oui. On entend ça dans toutes les vidéos des films des super-héros. Change de disque un petit peu. Le film de Sam Raimi poursuit cette évolution en mettant en scène à sa manière les aventures de Peter Parker, jeune lycéen galérien qui sera doté de super-pouvoirs. Et il va devoir les maîtriser et faire face au bouffon vert qui va semer le chaos dans la ville. Une retranscription filmique qui a gagné le cœur du public et de la critique grâce à une trilogie presque sans faute. Pourquoi presque sans faute? Le 3 était pas bien. Tellement bordélique. Et même si un Spider-Man 4 était prévu, Sony a retourné sa veste en voulant lancer un reboot de l'homme araignée. À un moment où les films de super-héros saturaient à peine le domaine cinématographique, où tout se ressemblait de plus en plus. Ainsi débarque sur les écrans en 2012 The Amazing Spider-Man, se voulant plus proche des comics de l'arc Ultimate d'après les puristes. On suit un Peter Parker, lycéen scientifique de talent, suivant les traces de son père disparu. Suite à une piqûre d'araignée, il deviendra Spider-Man et devra affronter le lézard qui veut transformer tous les habitants de la ville en lézard. Quoi? Je te jure que c'est vrai. Mais c'est complètement con. En même temps, c'est une adaptation de comics, hein. Ça veut dire quoi, ça? Mais c'est laquelle alors la meilleure adaptation? Je vais procéder par étapes. Ce qu'on peut clairement voir, c'est la différence entre Sam Raimi, qui est un réalisateur-auteur aguerri et expérimenté, face à un Mark Webb, jeune réel avec peu d'expérience, qui ressortait de son succès de 500 jours ensemble. Mais on sent quand même que les studios avaient pas mal d'emprise sur ses réalisateurs, avec Raimi qui a rencontré beaucoup de problèmes à partir de l'épisode 3, et Mark Webb considéré comme un yes man pour ce film. Je n'ai pas trouvé la preuve formelle, mais quelques indices ne sont pas à négliger. Parce que bon, on va pas se le cacher, mais Amazing Spider-Man a d'abord été clairement fait pour relancer la machine à sous. Non, ils sont vraiment comme ça, Hollywood? Et puis en 2012, le cinéma des super-héros poursuivait la tournure qu'a entreprise The Dark Knight, en mettant en scène des super-héros dans des univers plus sombres, tortueux et réalistes. Ça me dégoûte. Donc trouver sa place et une identité au moment où ce genre de film envahissait les salles de cinéma, c'est assez compliqué. Les deux réalisateurs implantent leur histoire sous un aspect de vraisemblance pendant les années lycée de Peter Parker. Situation idéale pour suivre l'évolution du personnage vers l'âge adulte suite à l'irruption de ses pouvoirs. Et chacun offre deux visions qui possèdent quelques points communs, mais intéressants à étudier. L'immersion est totale grâce à la représentation de la vie active new-yorkaise, où Spidey virevolte avec aisance tout en respectant le comics, ou en ajoutant quelques éléments pour attirer un maximum de monde. Ça permet ainsi aux spectateurs de se plonger naturellement dans ces deux univers. Donc jusqu'ici, les deux sont au même niveau. Malgré les intentions douteuses de la mise en place du projet Amazing, on peut dire que oui. Mais Sam Raimi est un meilleur réalisateur. Là, il a pas tort, hein. Ah non, la mise en scène chez Mark Webb est quand même super cool. J'en suis pas vraiment convaincu. On a deux pattes graphiques. Une plus vive, colorée et dynamique chez Raimi, et une plus sombre et mouvante chez Mark Webb. Mais quand tu compares la mise en scène de 500 jours ensemble et de son Spider-Man, ça n'a rien à voir. Alors oui, Quentin, je sais que tu vas me dire que 500 jours ensemble, c'est une comédie romantique, donc ça n'a rien à voir, blablabla. Mais j'ai rien dit. Ne coupe pas, hein. Bon, donc oui, c'est pas le même style. Et même si tu vois quelques astuces visuelles chez Webb, entre la vision POV... Pourquoi tu souris, toi? Et quelques passages où le quatrième mur semble se briser, on a quand même l'impression de voir une réalisation assez formatée par rapport aux autres films. Mais je ne suis pas de mauvaise foi. La réalisation est d'une très bonne qualité, les scènes d'action sont à la fois lisibles, très bien chorégraphiées, énergiques et maîtrisées. Et puis, même si c'est un deuxième film commandé, ça reste quand même cool. J'aurais aimé voir une mise en scène plus originale, comme il l'a fait auparavant. Mais ça reste cool, je te l'accorde. Sam Raimi propose lui aussi pour l'époque des trucs ultra cool, qui dynamisent à fond le film.
La caméra arrive à suivre avec aisance les mouvements de l'homme araignée, tout en retranscrivant ses pouvoirs extraordinaires avec des bullet times et des ralentis qui reflètent son sens de l'araignée et sa puissance. L'utilisation également des grands angles va permettre de fluidifier la lisibilité des images. Très innovant pour l'époque, avec en plus des éléments propres à Raimi, liés au genre horrifique, surtout dans le deuxième opus, ce qui offre une plus-value. Mais après, je suis honnête, dans certains passages, les effets spéciaux ont quand même pas mal vieilli. Et avec aussi des scènes d'action un poil mollassonnes, à cause essentiellement du mixage sonore, normal on va dire si on compare à celle de Amazing. Mais bon, ça c'est à cause de l'époque. Et donc, ok, la mise en scène est plus visuelle et plus intense chez Mark Webb, d'accord. Ça te fait mal de l'avouer, hein? C'est atroce. Bon, Mark Webb a une réalisation plus classique, moins personnelle, mais plus visuelle et dynamique. C'est pas ce qui va lui donner l'ascendant sur Sam Raimi. Surtout que là où il domine grave, c'est sur la musique. Et ça, tu peux pas dire le contraire. Bien sûr que si, que je peux. Non, tu ne peux pas dire que la musique est meilleure chez Webb, surtout parce qu'il utilise Coldplay dedans. Non, tu ne peux pas. Les compositions de Danny Elfman, même si elles sont parfois trop présentes, sont juste incroyables et cultissimes. Celles de James Horner sont plus discrètes et moins iconiques. On retient beaucoup moins le thème central qui semble inexistant. Et surtout, Webb a cette manie de faire des clips shows, chose que je déteste. Ça fait comédie des années 80, donc non, pas possible. Bon, ok, c'est sûr, la musique est meilleure. Merci. Mais là, on va pouvoir débattre, c'est sur les personnages. Mary Jane et Peter Parker, c'est un couple mythique du cinéma. Ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs. Là, il a pas tort. Mais t'arrêtes de faire ton suceur neutre, bordel. Mais c'est mon rôle, putain. Et Peter et Gwen sont quand même beaucoup plus crédibles et charismatiques. Mais tu dis ça parce que c'est Emma Stone. Mais c'est pas vrai, et je vais te dire pourquoi. Ce qui est central dans Spider-Man, c'est la remise en question de sa vie suite à l'apparition de ses pouvoirs. Il se doit d'agir en conséquence pour ne pas les mettre en danger. Ainsi, la relation avec son entourage est l'élément principal des deux films. Mais je vais surtout m'attarder sur la relation amoureuse et avec l'antagoniste. Ils permettent d'aborder les thématiques centrales des deux longs métrages. Je ne vais pas aborder la place de l'oncle Ben, qui est globalement la même dans les deux films, même si celle de Sam Raimi, grâce à sa phrase cultissime, est plus impactante. Et je ne vais pas aborder la place des parents. Bah pourquoi? C'est la plus grosse originalité du film de Mark Webb. On a vendu le film là-dessus, mais c'est très délaissé. Ça permet d'amplifier la quête d'identité du héros qui est en manque de repères, mais au bout du demi-heure, c'est complètement passé à la trappe. Ils en repartent dans le 2, mais ils auraient dû mettre ça en intrigue principale pour se démarquer. Et puis franchement, comme ça fait pas grand remplissage. Et ça fait chier. Mais d'abord le casting. Je trouve que Andrew Garfield représente beaucoup plus l'image qu'on peut avoir d'un Spider-Man. Plus déconneur, plus décalé et drôle, et on sent qu'il s'éclate dans le rôle. Peut-être un poil trop vieux pour le rôle, mais à mes yeux, il est beaucoup plus charismatique que son homologue Tobey Maguire. Trop banal et pas assez marquant à mon goût. C'est purement subjectif, je le reconnais. Mais je trouve pas qu'il a la carrure d'un Spider-Man. Tu vas pas te faire que des amis en disant ça, surtout que je suis pas vraiment d'accord. Ah bah qu'ils viennent, je les attends moi. Surtout que je suis pas le seul à le penser. Clip, on est en réunion là. Oui, pardon. Allô? Évidemment qu'Andrew Garfield est un meilleur Spider-Man que Tobey Maguire. Comment elle a su qu'on parlait de ça? Attends, je te mets sur haut-parleur. En fait, c'est pas tant le fait qu'Andrew Garfield colle mieux au rôle. C'est surtout qu'il fait plus vrai dans la peau de Spider-Man. C'est dans sa relation amoureuse que Peter Parker montre vraiment qui il est, parce que c'est un héros guidé par ses émotions, et sa petite amie va définir et construire sa personnalité. Et oui, le couple Mary Jane et Peter est un des plus beaux couples du cinéma, mais c'est beaucoup trop idyllique et cliché. Surtout que bon, plus beau couple... Dans la saga, elle change d'amoureux comme de chaussettes, et puis elle veut devenir actrice, quoi. Oui bon ok ça a rien à voir mais quand même pour enfoncer le clou. Il y a des passages magnifiques mais cette vision de l'amour est trop niaise et infantile, trop idyllique pour être réelle, à l'inverse de Amazing Spider-Man où on ressent une vraie alchimie entre les deux, avec une relation déjà plus drôle et représentative de notre époque. Oui c'est moins bien écrit mais c'est fait exprès parce que la relation amoureuse de Sam Raimi était mélodramatique et là on a un couple touchant, actuel, qui prend le temps de se construire et qui prend pas les spectateurs pour des cons. Et puis Emma Stone quoi, elle est incroyable. Et surtout Gwen Stacy est beaucoup plus entreprenante que Mary Jane Watson. En effet, elle prend beaucoup plus de décisions, participe à l'action et également elle ne se laisse pas faire. Elle a beaucoup plus de caractère. À l'inverse de Mary Jane Watson, qui surtout à cause de sa personnalité assez niaise, ne possède pas beaucoup d'envergure. Elle est la femme en détresse, elle n'est que la figure amoureuse pour le héros, elle n'a pas beaucoup de complexité psychologique. Surtout quand on compare à Gwen Stacy. Je me suis beaucoup plus identifiée au personnage d'Emma Stone qu'à celui de Mary Jane dans les premiers et je pense que côté messieurs, ça doit être la même chose pour Andrew Garfield. Le film et la relation sont très bien adaptés au cinéma par rapport aux comics, les scènes sont tellement bien portées qu'en lisant le comics après on a l'impression de revoir des images du film. Et grâce à ça, on aurait pu continuer à produire ces films presque à l'infini parce que dans les comics, il y a toujours de nouveaux méchants, des personnages qui reviennent. S'il y avait eu un nouveau film après le dernier Amazing Spider-Man, on y aurait peut-être retrouvé le personnage de Gwen Stacy
précis est surtout celui de Mary Jane, et là ça aurait été intéressant pour une comparaison. Dans la première trilogie, j'avais l'impression qu'on avait seulement donné quelques indications au réalisateur, genre « Alors c'est un mec qui devient une araignée, il a un pote et il a une meuf, maintenant tu te démerdes. » Et que genre ils ont écrit une histoire un peu épique qui part dans tous les sens niveau relationnel parce que il faut des rebondissements. Bon ok, c'est un peu dur comme constat, mais franchement, avec mon regard d'aujourd'hui, c'est ce que je ressens et je trouve ça dommage. Donc c'est sûr, ça s'améliore par la suite entre Mary Jane et Peter, mais bon, ça reste quand même trop niais pour être crédible. D'accord, merci Noutsi. Non mais j'ai pas fini, il y avait aussi un autre aspect dans la relation que je voulais aborder. Encore un peu, elle aurait fait un caméo dans la vidéo. Mais c'est pas faux ce qu'elle dit, hein, parce que Mary Jane et Peter, c'est trop idéalisé et trop niais. Peter et Gwen, c'est quand même beaucoup plus vraisemblable et plus vrai. C'est là que tu as rien compris à la profondeur du film de Sam Raimi. Ah bon? Mais d'abord, on va te parler de l'antagoniste. La confrontation avec l'antagoniste va également influencer le comportement de Spidey, qui va lui faire réaliser l'étendue de ses pouvoirs. Agissant au départ comme figure paternelle, ils vont se révéler pour montrer qu'ils ne font pas le mal pour juste faire le mal. Le bouffon vert est l'un des rares méchants à vraiment agir. Il montre que chaque héros est destiné à chuter. Ces nouveaux pouvoirs mettront également sa famille en danger, et à force de combattre le crime, il doit ainsi agir en conséquence, vu que... Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Facilement dans le top 10 des plus grandes répliques du cinéma. J'approuve. Et le lézard? Bon, déjà il est moche, et il veut transformer la population en lézard. C'est le plan de méchant le plus compliqué de l'histoire des plans de méchants. Non, je retire ce que j'ai dit, lui, ce méchant est inutile. Il permet juste à Spidey de réaliser que ses actes peuvent avoir des conséquences. Donc déjà vu et classique. Mais alors, c'est quoi la complexité du film de Sam Raimi que j'ai loupé? L'identification. Le gros problème de The Amazing Spider-Man, c'est de ne rien bouleverser dans l'univers de l'araignée. La structure narrative est ultra classique, et on ne ressent pas vraiment que c'est un reboot à part entière, car c'est du déjà vu. Trop déjà vu par rapport au premier Spider-Man, qui est indéniablement précurseur dans le genre super-héroïque. Tu as dit précédemment que Tobey Maguire paraissait banal. C'est exactement ce qui fait sa force. À part ses pouvoirs, Peter n'a rien d'exceptionnel. Il est bon en cours, il galère à trouver du boulot, c'est un éternel romantique et surtout, il va créer l'empathie. On ressent qu'à la fin du film, Spider-Man a mûri. En affrontant la mort, les épreuves de la vie, la découverte de ses pouvoirs, cela lui a permis d'intégrer le monde des adultes prématurément. C'est pour ça que la relation avec MJ est clichésque. Parce que ce sont des lycéens qui découvrent ce que c'est d'être amoureux et de tenir à quelqu'un. Ils ne savent pas ce que c'est, jusqu'à comprendre ce qu'est une véritable vie amoureuse. La relation entre Gwen et Peter est trop classique, et on n'a pas cette prise de conscience à la fin. Je vais t'expliquer ça. Spider-Man réalise à la fin de sa confrontation que ses actes peuvent mettre les êtres qui lui sont chers en danger. Malgré l'amour qu'il porte pour MJ, il préfère la laisser tomber pour la protéger. C'est ça le véritable amour. Dans Amazing Spider-Man, on pourrait croire qu'il se rend compte du poids des responsabilités qu'il porte sur ses épaules, mais il détruit tout avec la dernière réplique finale où il rompt la promesse faite au père de Gwen. Ça prouve le manque de maturité. Au premier abord, c'est beau, mais au fond, il ne réalise pas encore. De plus, on va pas se mentir, Tobey Maguire a un physique beaucoup plus banal que son homologue. Et c'est justement son jeu d'acteur, qui mélange de l'innocence, un côté niais et candide, persécuté à l'école, qui lui permet de représenter un personnage très émotif, mais foncièrement bon. Je me moque un peu de ses réactions qui font parfois un peu simpler, mais il dégage une réelle empathie, à l'inverse d'Andrew Garfield, jouant un Peter Parker plus cool, skater, parfois mesquin quand on le voit se marrer d'avoir piqué le badge à scientifique, plus sur la défensive et agressive dans sa relation avec son oncle et sa tante. Des petits éléments qui le rendent moins attachant et immature. Mais quand il joue Spider-Man, il est parfait. Et justement, une phrase revient très souvent. Tobey Maguire est un bon Peter Parker, mais un mauvais Spider-Man, tandis que Andrew Garfield est un bon Spider-Man et un mauvais Peter Parker. Et je reste plutôt d'accord avec ça. Putain, t'as pas tort. Mais encore, je n'ai pas dit le plus important. Parce que Sam Raimi a compris que pour rendre le personnage incroyable chez le public, il faut le rendre humain. Peter est quelqu'un d'ordinaire, qui s'identifie et crée sa personnalité grâce à son entourage qui le guide et qui l'épaule. Un sentiment d'empathie s'installe en voyant ce personnage profondément humain, touché et guidé par ses émotions. Oui, Andrew Garfield a de la gueule, mais ce qu'arrive à transmettre Sam Raimi et Tobey Maguire, c'est l'identification. Ce que vit ce Spider-Man, tout le monde peut le vivre. Les déboires amoureux et professionnels, la perte d'un être cher, le combat intérieur quand on grandit, bref. Grâce à ces deux personnes, on se sent Spider-Man. On veut être Spider-Man. Et ça, aujourd'hui, très peu de films de super-héros arrivent à créer ce sentiment si fort et si important. Parce que comme je l'ai dit, j'ai pris mon pied devant Amazing Spider-Man, mais il lui manque quelque chose d'essentiel. Une âme. Sam Raimi voulait faire ce film. Il a voulu partager sa vision du héros, partager ce message que nous aussi, on peut avoir une vie extraordinaire. Et j'aimerais retrouver cette sensation aujourd'hui, m'identifier à des personnages qui me donnent envie d'être comme eux. Sauf que c'est de plus en plus rare. Il faut que ces films soient mis en avant et reconnus à leur juste valeur. J'avoue que là, je sais plus quoi dire. Parce que tu sais que j'ai raison. Oui, le Spider-Man de Sam Raimi est meilleur. Amazing Spider-Man est super cool aussi. Mais il lui manque cette âme qui fait la singularité du film de Sam Raimi. Et ça, tu pourras pas lui enlever, malgré les clichés et les défauts techniques. Donc, on est d'accord, Sam Raimi est meilleur que Mark Webb. Je le reconnais, oui. Maintenant que cette question est réglée, on va pouvoir se concentrer sur la vraie question.
On la filme comment cette vidéo? Pas en mode foot. Mais on fait ce qu'on veut, tu veux pas nous en empêcher. Les mecs, j'ai vu Spider-Man Homecoming. Ah, et c'était comment? Bah c'était...